copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Stéphane. Salut Clémence. Julien. Salut Clémence. Et Yannick. Salut. À la technique, l'homme qui murmurait à l'oreille de la console. Bonsoir Alain. C'est moi. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette semaine, on enfile son gilet pare-balles, on sort les gros flingues et on déjoue des complots internationaux. On va parler de Sans aucun remords, le nouveau film de Stefano Sollima. Sans aucun remords, Without Remorse, en VO, c'est l'adaptation d'un roman de Tom Clancy qui s'inscrit dans la saga Ryan. Mais ici, pas de Jack Ryan en vue, c'est d'un certain John dont il est question. John, c'est un marine des forces spéciales, et John, il est en colère. Et pour cause, sa femme s'est fait trucider par des soldats russes. Pas cool. En plus, elle était enceinte de leur futur enfant et devait accoucher quelques semaines plus tard. Vraiment pas cool. Et quand John veut retrouver les salauds qui ont fait ça, sa hiérarchie lui met des bâtons dans les roues. Avec l'aide d'une consoeur et d'un agent de la CIA, il décide de se lancer malgré tout à la poursuite des assassins, une quête qui les conduira jusqu'en Russie, au cœur d'une affaire aux enjeux géopolitiques considérables. Sans aucun remords, le livre a été publié en 1993 et le projet de l'adapter au cinéma n'est pas récent puisqu'un film porté par Savoy Pictures était prévu pour 1995. On propose le rôle de John à Keanu Reeves qui refuse, le projet n'aboutit pas. Après quelques années de travail supplémentaire et l'implication de Laurence Fishburne et Gary Sinise pendant un temps, toujours pas de concrétisation en vue. Une autre tentative impliquant Christopher McQuarrie à la réalisation et Tom Hardy à l'écran fait chou blanc également. Il faut finalement attendre 2017 et l'arrivée d'Akiva Goldsman à la prod pour que le projet soit relancé. Et cette fois, c'est la bonne. Aux commandes Stefano Sollima, Michael B. Jordan pour incarner John et Taylor Sheridan qui vient prêter main forte côté scénario. Prévu pour sortir en salle en septembre 2020, le film souffre comme beaucoup d'autres de la pandémie. Il débarque finalement sur Prime Video le 30 avril 2021. Mais après tant de tentatives inabouties, est-ce que le résultat est satisfaisant ? Est-ce que la transition d'un récit qui se déroule dans les années 90 en 2020 fonctionne ? Et d'ailleurs, vu que le film et le livre n'ont pas tant de choses que ça en commun, est-ce qu'on peut vraiment parler d'adaptation ? Qu'en pensent nos chroniqueurs ? Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ? Faut qu'Yannick qui commence, moi. Mais non, mais bien sûr, je veux votre mot-clé à la con, je l'ai pas trouvé cette fois. Alors je vais pas dire mi-figue, mi-raisin, parce que c'est pas tout à fait ce que je pense. Donc je ne dirai pas, je dirai rien, je sais pas, j'ai pas d'idée. Voilà. Je développerai derrière ce que je pense du film, mais j'ai pas de mot-clé. 3 quarts figue. 3 quarts c'est pas mal. 3 quarts figue. Très bien. 3 quarts figue, un quart raisin. Voilà. Ok. Marie ? Moi, j'étais pas très inspirée non plus, mais je vais dire plaisir pas coupable. Ok. Julien ? Moi, je vais être très basique, je vais dire action. Moi, je vais dire mental. Mental. Bon, 3 quarts figue, un quart raisin, mental, action et plaisir pas coupable. C'est plus donc, qu'un plaisir mot. assumé. Oui. Bon, ça a pas l'air négatif. Non, mais toi, t'aimes pas trop. Hein. Moi, j'ai pas trop aimé. Ouais. On l'a un peu compris dans ton résumé avec ton pas cool. Vraiment pas cool. On va se fighter. Il est pas content. Qui commence ? Alors, Yannick, tu disais que t'allais développer. Jamais, moi je tu commences pas. Ok. Moi je commence Non, pas. il laisse les autres commencer, puis après il dit Après je m'énerve. Et puis ça y est. C'est ça. Il s'énerve. Je laisse tout le monde parler, après je parle à la fin. Très bien. Et ben Marie. Je peux commencer, puis après vous me couperez la parole. On fait comme ça ? Tu es la suivante sur la liste. C'est fight. Bon, je commence alors, et quand vous voudrez, vous me couperez la parole. Donc, moi, je disais plaisir pas coupable, parce que j'ai vu le film se faire un petit peu défoncer sur les réseaux sociaux depuis sa sortie. Et entre autres,
certaines personnes qui l'ont traité de plaisir coupable, mais bon, c'est juste un petit détail. Mais voilà, moi, déjà, j'ai pas de plaisir coupable, en fait, parce que je pars du principe que si j'aime un truc, bah, je l'aime au premier degré, en fait. Même si c'est quelque chose de pas forcément très bon, comme un nanar, moi, j'aime juste vraiment les nanars. C'est pas, je me dis pas au deuxième degré, que je l'aime au deuxième degré. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé ce film. J'ai été assez happée vraiment par tout le film, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ces derniers temps, on a quand même vu pas mal de films qui sont pas très bons et que moi, j'ai eu du mal à voir d'une seule traite et sans faire autre chose. Et là, pour une fois, c'est un film que j'ai regardé du début à la fin sans regarder mon téléphone, sans faire autre chose, sans avoir envie d'aller faire ma vaisselle. Et alors, peut-être que nos attentes ont été bien abaissées depuis une année, mais quand même, c'est déjà bien. Alors, comme tu disais, le scénario est peut-être un petit peu daté, parce que c'est quand même un pitch qui fait très film des années 80-90. C'est un pitch très très classique, avec pas vraiment de surprise. On devine assez vite qui sont les personnages, qui est le traître, qui l'est pas et tout. Mais malgré tout, moi je trouve que Sollima arrive quand même à renverser nos attentes, parce que de base, moi je lis ce pitch-là, j'ai pas hyper envie de voir le film. Mais en fait, comme c'est Sollima, ça m'intéresse, et je trouve que justement il arrive à faire quelque chose d'intéressant avec le film. Je trouve que les scènes d'action sont hyper prenantes, elles sont hyper bien mises en scène. Il y a des petits détails qui font vraiment la mise en scène. Je trouve par exemple dans cette scène au début du film où le commando attaque sa maison et où ils se retrouvent tous les deux au sol en se tirant dessus, et il y a cette lampe torche qui tombe au sol et qui tourne en éclairant tour à tour chacun des deux personnages, et c'est des petits détails mais qui vraiment font la différence par rapport à un film d'action plutôt plus classique, quoi. Et donc voilà, moi ça m'a vraiment tenu en haleine. Je sais plus ce que je voulais dire je sais plus où j'étais partie, mais bon voilà, enfin en tout cas il y a plusieurs scènes comme ça qui s'enchaînent très bien. Il y avait vraiment un sens je trouve, du découpage et de l'espace. En fait, tu comprends toujours où sont les personnages. Ce qu'ils font, c'est pas trop cuté. Et même dans les scènes qui se passent de nuit ou dans la pénombre, tu comprends toujours ce qui se passe et c'est toujours hyper lisible. Donc c'est quand même très agréable. On est aussi souvent très très près des personnages, et moi je pense que c'est ça aussi qui m'a fait m'accrocher au film. Par exemple, dans la scène où il y a cette fusillade en Russie, t'es toujours avec eux. De temps en temps, tu vois très peu les snipers. En fait, il y a peut-être un plan ou deux du point de vue des snipers, mais t'es toujours avec les personnages quand ça leur tire dessus. Même quand ça tire dans la rue, c'est depuis une fenêtre de leur immeuble où tu vois les flics dans la rue se faire descendre, et donc t'es toujours assez près de l'action avec des caméras souvent à l'épaule et tout, et donc moi ça m'a vraiment happé, mais après j'ai des petites réserves par rapport aux autres films de Sollima que j'ai découvert du coup récemment, moi pour le coup, mais voilà, il me manque un peu des moments un peu lyriques comme il peut y avoir dans Suburra, ou des moments même dans Sicario, il y avait des moments assez touchants quand le personnage de Del Toro tombe sur un mec en pleine pampa et il lui explique en langage des signes qu'il a besoin d'aide et tout. Voilà, il y avait des moments comme ça qui mettaient vraiment une pause dans l'action. Et qui était assez étonnant. Et là, en fait, on n'a pas ça. Ou dans ces films précédents aussi, je trouve qu'il y avait une bonne utilisation de la BO. Et là, en fait, la BO, j'en ai aucun souvenir. Parce que dans ACAB, par exemple, il y a des morceaux un peu rock, un peu punk, même les flics eux-mêmes qui chantent une chanson d'éclage, des trucs comme ça. Ou le thème de Suburra qui revient dans ces scènes avec la pluie et tout. Et là, honnêtement, je ne saurais pas dire s'il y a des morceaux utilisés ou pas dans la BO. Donc voilà, ça m'a un peu... je vais pas dire que je suis mi-figue, mi-raisin, mais peut-être 3/4, je sais pas, mais voilà, ça m'a un peu manqué, mais voilà, j'ai quand même pas boudé mon plaisir, et c'est un film que j'ai vraiment bien apprécié. Merci. Tu vois, personne t'a coupé ? Je suis assez étonnée. En fait, je sais pas si j'ai déjà parlé aussi longtemps de manière interrompue. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai un peu perdu le fil en me disant merde, qu'est-ce qui se passe ? Je suis très calme aujourd'hui, c'est pour ça. Je couperai la parole à personne. Non, mais du coup, alors la musique, elle est de John Port-Birginson. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un en a déjà... Non, mais c'est du sound design dans le film. C'est surtout, il y a beaucoup de je pense, l'idée, c'est de garder la tête du spectateur dans l'attention de ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est un musicien irlandais. Il est plus connu pour ses albums, et notamment, il a travaillé avec Sigur Rós.
Je me lance. On est tous très polis. Mais oui, là, ça se fight pas du tout, là. Voilà. Chacun attend son tour. Parce que je crois que c'est un film qui peut pas trop déclencher aussi non plus les passions dans un sens ou dans un autre, paradoxalement. Enfin, ça, c'est mon avis, mais je laisse Stéphane parler. En fait, déjà, il faut préciser. Alors, je voudrais préciser une chose par rapport à ton résumé. Excellent résumé, si ce n'est une certaine moquerie vis-à-vis de ce que ça raconte. Un petit côté pas cool et un petit côté il est pas content. Simplement expliquer pourquoi il est en colère. Mais non, en fait, c'est une trahison du roman, que les choses soient claires par rapport à ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont retenu. Moi, j'ai lu 2 romans de Tom Clancy dans ma vie, et en fait, c'est pas parce que c'est du Tom Clancy, c'est parce que c'était lié à John McTiernan. Il faut savoir que John McTiernan devait adapter ce roman-là dans les années 90 avec Keanu Reeves, justement. C'était lui qui était prévu pour mais comme McTiernan a un peu disparu de la circulation pour beaucoup de cinéphiles, les gens ne s'en rappellent pas. Mais moi, c'était exactement la raison pour laquelle j'étais allé lire le roman à l'époque, parce que je voulais savoir ce que c'était, quoi. Et c'est un roman qui se passe dans les années 70. Et non pas dans les années 90, et du coup en fait on n'est pas du tout dedans, quoi. C'est-à-dire que c'est la guerre du Vietnam, il y a des cartels de prostitution mexicains, enfin etc. Et du coup en fait mais c'est par contre une origin story pour le personnage de John Clark, je crois, c'est ce qui devient à la fin, c'est ça, John Clark. Oui, j'ai pas donné son nom de famille dans le résumé, John Kelly devient John Clark, c'est ça. C'était la même logique, et c'est un personnage qu'on a déjà vu interprété par Willem Dafoe dans Danger immédiat, à peu près à l'époque de la sortie du roman. Et par Liev Schreiber aussi, dans un autre Tom Clancy dont je me rappelle plus. D'accord. Ah oui, c'est possible. Et donc, du coup, là-dessus, si on attend ça, effectivement, ça avait lu le roman, c'est pas la peine. C'est vraiment, à part le fait que ce soit un truc d'origine. C'est des origines, c'est le même personnage, et il y a une histoire de vengeance. Oui, mais la vengeance, en fait, elle est assez secondaire finalement dans le roman. Et le titre est le même, mais finalement. Mais finalement, en fait, ils sont vraiment partis sur quelque chose d'assez sec. Et j'en viens même à me demander pourquoi c'est finalement aussi linéaire en fait comme film, parce que il y a beaucoup de gens qui sur les réseaux sociaux disent c'est scénario papier mais enfin ticket de métro, quoi, il y a rien, et c'est pas vrai. Moi je trouve pas que ce soit vrai. Je trouve que le vrai truc, par contre, et ça on a oublié ça au cinéma, c'est que la scène de sniper dont parlait Marie, c'est une scène qui dure un quart d'heure. La scène de mission, elle dure 45 minutes. La scène de mise à mort de la famille au début, c'est un quart d'heure aussi. Et en fait, tous ces trucs-là, c'est des scènes en fait, qui, pour moi, sont faites pour te mettre en tension et te plonger dedans sans jamais en fait, te faire sortir la tête du truc. Et pourquoi je disais mental ? Je disais mental parce qu'à mon avis, le sens en fait du film, et je parle pas de patriotisme, je parle pas de toute la façon dont on représente les militaires au cinéma, mais vraiment en fait c'est quoi le mental de quelqu'un qui va partir à l'autre bout du monde pour aller faire une mission où tu butes un mec, tu reviens, t'es tout seul, t'es censé être plus ou moins un Black Ops, tu vois, enfin voilà, et en fait c'est quoi le mental d'un mec comme ça. Et je pense que c'est ça en fait le principe de Solima, c'est de t'immerger là-dedans. C'est-à-dire vraiment, je pense que ce qui l'intéressait lui, c'était vraiment de fournir une version, j'ai envie de dire, alors, pas réaliste, parce que c'est pas du réalisme, mais de l'hyper-réalisme. En fait, en opposition, par exemple, au hyper-cinéma dont on peut parler, tu vois, chez certains cinéastes, quoi. Et du coup, pour moi, c'est ça qui fonctionne dans le film. Après, j'ai un problème majeur avec Michael B. Jordan, qui pour moi est pas du tout... Enfin, déjà, j'ai du mal avec l'acteur en soi, c'est-à-dire je le trouve pas formidable, mais là, en plus, je trouve qu'il est pas adapté à ce perso. C'est-à-dire il est trop jeune, il est trop, il est trop, je sais pas... Dans le roman original, c'est censé être un vétéran du Vietnam. Oui, mais bon là évidemment c'est pas le cas, mais je le trouve trop. Enfin, tu sens que les 2-3 moments où il fait le kéké, c'est pas beaucoup. Je pense qu'on lui a dit bon tu vas te tempérer, quoi. Mais le moment où il fait chier sa copine là, dans l'avion, là, des trucs comme ça, tu fais mais qu'est-ce que ça fout là, quoi. Et j'ai un problème avec ça, et j'ai un problème avec, je spoilais ce petit truc, en fait, cette espèce de volonté encore une fois de ouvrir sur un Tom Clancy verse, tu vois, qui serait en fait la création des Rainbow Six, comme c'est teasé dans le générique de fin. Et bon, c'est la scène, t'as l'impression que personne n'avait envie de la tourner. Enfin, elle est horrible, tu vois. C'est vraiment, tu te dis, ok, c'est ringard au possible, c'est tout ce que tu veux. Terminer une note sur ça, je trouve ça vraiment dommage, quoi. Mais pour le reste, en fait, je trouve vraiment... C'est-à-dire, encore une fois, quand je parle de scénar, c'est-à-dire que, en fait, pour moi, c'est la mise en scène qui fait le truc aussi. Je dis pas que le scénar est formidable, je suis pas en train de dire voilà. Mais ce que je veux dire, par contre, c'est que tu sens que la volonté vraiment
Et c'est là où c'est dommage que ça sorte sur une plateforme de streaming, à mon sens, c'est que en fait, si tu rentres pas dans une salle de cinéma pour t'immerger, comme Marie le disait en fait, c'est-à-dire mettre son téléphone de côté, ne pas regarder les trucs et juste se poser et regarder le film, comme effectivement ça a dû nous arriver sur tous les autres films où on se met le téléphone, bah moi j'ai fait exactement la même chose, c'est-à-dire j'ai mis ça de côté et je me suis dit ok, et je me suis pris le film plutôt bien. Alors oui, c'est peut-être pas du niveau de Sicario 2, c'est peut-être pas du niveau de Suburra, mais je trouve que c'est quand même assez impressionnant d'arriver à faire ça dans un film de studio. Où je pense que la grosse facilité ça aurait été de faire Call of Duty le film, quoi. Est-ce que c'est absolument pas, et c'est ce que je pense que la plupart des gens lui reprochent. Ah, c'est à moi. Drop the mic. Alors, enfin, tu seras ravi d'apprendre que Michael B. Jordan a signé pour 2 films, donc en fait c'était même pas une surprise. Il va y avoir une suite. Hein. Rainbow Six, c'est le prochain, on le sait, et il sera dedans. Ouais. Moi je suis mi-figue mi-raisin. non, mais en fait le truc c'est que moi j'aime beaucoup Sollima, enfin en tout cas au cinéma j'avais vachement aimé Cab, j'adore Suburra, je trouve que c'est vraiment un film formidable. J'aime un petit peu moins Sicario 2, mais je trouve que c'est voilà, il met à l'amende Denis Lamalisse, mais comme il faut, quoi. Après Denis Lamalisse, c'est Denis Villeneuve, pour ceux qui ont pas après et là pour moi c'est quand même une déception ce film, hein. C'est-à-dire que après le mec qui te fait cette foulée là et puis qui arrive là, bon moi j'ai quand même été déçu. Après je suis pas déçu par Sollima en tant que tel, mais je suis déçu, je pense, par le projet et surtout par la teneur du scénario. Là où je suis pas du tout d'accord avec Stéphane, c'est que pour moi, il y a un vrai problème de scénar, quoi, dans le film. Et je pense qu'il y a un problème de scénar qui vient peut-être d'Akiva Goldsman, ça c'est possible, hein. Mais c'est pas lui, hein. Non, mais je pense que s'il est là, il a probablement son truc et tout, mais qui vient aussi de Taylor Sheridan. C'est-à-dire que moi, je suis pas un fan absolu en fait de ce mec-là, parce que à chaque fois, je retrouve, enfin pas à chaque fois, mais souvent, je retrouve chez ce mec-là, il me donne exactement ce que je veux. Mais moi, je veux pas qu'on me donne ce que je veux au cinéma. Je veux qu'on me donne ce que je veux, mais je veux qu'on me donne un peu plus. Je veux qu'on me bouscule un peu. J'ai pas envie d'être sur des rails tout de suite, quoi. Et quand je suis dans ce film, au bout de 10 minutes, je sais tout, quoi. Tout sur l'intrigue. Et ça me saoule, quoi. Je sais tout sur sa femme, je sais tout sur, tu vois, Guy Pearce qui arrive, tu sais tout ce qui va se passer avec ce personnage-là. Tu vois, voilà, quoi. Et ça, c'est vraiment saoulant, parce que mine de rien ça occupe de la place dans le film, et que du coup, et en plus je trouve que c'est très très peu inspiré en fait aussi quand Sollima, en fait, les films, c'est là où en fait tu me déçois le plus. Je trouve que par exemple les quelques instants d'intimité avec sa femme, Sollima c'est aussi je suis désolé de sacrifier à ce cliché là, mais il est latin aussi dans la façon qu'il a d'appréhender les couples et les sentiments. Et moi par exemple tous les couples en fait dans Suburra, je les trouvais bouleversants. Et les scènes d'intimité, c'est presque ce que je préfère en fait dans Suburra personnellement, quoi. Ces scènes de flottement, quoi, justement, où comme le disait Marie, où il le pousse au lyrisme en fait, tellement il va fort en fait dans les sentiments et tout. Il y a notamment une séquence de Suburra que je trouve magnifique entre les deux. Je me rappelle plus du nom des personnages, quoi, mais en fait, il y en a un qui t'explique qu'il a un rêve de transformer la côte en nouveau Las Vegas, etc. Enfin bon, bref, on parle pas de Suburra ici, mais là, c'est vrai que du coup, quand tu vois les scènes entre Michael B. Jordan et puis sa meuf, toute cette scène de début là d'exposition, le seul payoff, c'est qu'il voit des gamins qui jouent aux échecs, puis il va déplacer une pièce et tout. Je trouve ça désincarné. Il y a pas de sentiment, tout ça est froid. Et moi, du coup, quand sa femme est tuée, en fait, est assassinée, j'ai ressenti très peu de choses. Et ça, c'est un gros... pour moi, c'est une vraie grosse déception chez Sollima. Mais, et c'est pour ça que j'ai dit action, il y a un truc dans ce film que moi, je ne vois plus au cinéma aujourd'hui. Ou en tout cas très peu souvent en fait, mais que je vois peu en fait au cinéma, qui existe rarement. C'est que, et là par contre je rejoins Stéphane, c'est que le personnage, là où il existe vraiment, là où il se manifeste, là où on va au cœur, là où j'ai l'impression de le comprendre, c'est quand il est dans l'action, quoi. C'est quand il s'enferme dans un mec avec une bagnole en feu, puis qu'il commence à lui tirer les balles. C'est sa façon de réagir quand ils sont dans un crash d'avion complètement dingue, où il a une espèce de... Ce qui est fort, en fait, c'est que c'est vrai que Michael B. Jordan, il est pas bien dans le film. C'est vrai que c'est un problème. Et malgré tout, parce qu'il est dans l'action et que donc il n'est limité quelque part qu'à des réactions... C'est 80% du film, quand même. À des trucs et tout. Bah non, je trouve pas, moi, justement. Mais qu'il est limité justement à des mouvements, en fait, à des emplacements, etc. Je le comprends, en fait, là. J'ai pas besoin d'avoir un grand acteur. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait, en fait, un vrai bon film.
film d'action. Et ces moments-là, en fait, dans le film, qui sont donc pour moi, hein, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, j'ai pas regardé le film avec un chronomètre à la main, mais j'ai vraiment pas eu l'impression, c'est pour ça que j'ai eu l'impression d'avoir une grosse moitié action et puis une autre moitié sur ce scénar imbitable. Je sauve le film parce que ça, c'est des choses que je trouve rarement en fait au cinéma et qui me font vraiment, vraiment plaisir, quoi, et qui expliquent, enfin, qui me rappellent pourquoi j'aime le cinéma d'action en fait. Le cinéma d'action, quoi. Voilà. On en a parlé tellement de fois sur Mad Max Fury Road, mais c'est pas parce que t'as juste une poursuite en voiture que tu ne racontes rien sur l'univers, sur les personnages, sur leurs objectifs, sur leur façon de vivre en fait, quoi. Et ça, je l'ai retrouvé quand même dans le film et je l'ai retrouvé assez fréquemment et ça m'a fait bien plaisir. Voilà. Oh, quel enthousiasme. Non, c'est pas ça. Non, mais je trouve que c'est juste. Et tout ce que vous avez dit, je trouve ça juste. Vous avez tous été très clairs et intelligibles, donc je vais m'autoriser un chouille de branlette qui peut-être ne le sera pas. C'est parce que je m'interroge encore sur le film. En fait, je l'ai vu 2 fois. 2 fois ? Ouais, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu 2 fois parce que, en fait, ce que Marie disait au début, ce que vous dites sur les scènes d'action, en fait, tout ça est extrêmement visible. C'est extrêmement visible que le scénario n'est a priori qu'un prétexte. Mais d'ailleurs, on a pu le percevoir une première fois comme ça. Se dire, bon, c'est cousu de fil blanc, c'est limite un Steven Seagal, quoi. Genre, on tue ma femme, on tue mon gosse, je vais me venger. En plus, il y a ses potes qui se font tuer au début, ça m'a fait penser à Commando, mais bon, peu importe. Ça, c'est sur le côté. Non, mais avec une bagnole, ce que je veux dire, ce que je rigole, c'est sur le côté, ça apparaît évident. Et les qualités de la mise en scène paraissent évidentes en même temps. Là où je rejoins Steph, c'est qu'il y a un plus gros travail que ce qui apparaît. Non, mais vous deux, parce que tu parles d'une chose que je trouve être pertinente là-dedans, c'est la durée des séquences d'action. Donc, il y accorde un temps qu'on n'accorde plus. Donc, évidemment qu'en réalité, une partie de l'histoire, en tout cas le personnage, se traduit dans l'action. Et ce que tu disais sur la mise en scène, Marie, est très juste. La lampe qui tourne dans la première scène, le fait qu'il rentre dans une bagnole en flammes, la scène dans le cockpit avec l'eau. Franchement, on avait vu une scène similaire dans un Tom Cruise récemment. Celle-là est 10 fois plus intéressante en termes de mise en scène. Les snipers, tout ça, enfin... Il n'y a rien à dire, c'est visible, ça se voit. Ça se voit qu'il y a un travail monumental sur le découpage, sur le cadrage et tout ça. Donc j'ai revu une deuxième fois. Tout le monde ne le voit pas, ça. Hein, parce non, que peut-être tout le monde ne le voit pas, mais je m'adresse pas à ceux qui n'aiment pas le cinoche ou qui ne veulent pas le regarder. Donc il arrive un moment donné... Non, mais je m'énerve pas, mais il arrive un moment donné où les gens, je pense que les gens qui regardent ce podcast sont des gens qui s'intéressent à la mise en scène, sinon ils n'écouteraient pas. Ça y est, tu nous l'as énervé. Non, pas du tout. Je t'ai pas énervé. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est des choses qui sont immédiatement visibles. Un film, il est intéressant sur ce qui ne l'est pas forcément, ou alors sur des choses qui te font ressentir et qu'il te faut des fois un temps. Moi, là où pourquoi je l'ai vu une deuxième fois ? J'ai vu une deuxième fois parce que moi, je suis inconditionnel de Sicario 2. C'est pas juste que, pour moi, c'est non seulement le meilleur Sollima, bien avant Sous-Bois, bien avant les autres. C'est un film que j'avais pas compris, littéralement, par rapport à Sicario, tellement c'était une perle pour moi. C'était un diamant qui sortait. C'était le film que j'attendais pas et qui m'a filé une claque monumentale l'année de sa sortie. Et pour moi, c'était le meilleur film de l'année quand il est sorti. Et c'était un film que j'avais analysé dans l'émission que je faisais, et qui était un film. Alors ça m'a fait marrer que Stéphane ait dit cérébral, parce que c'était un film mental, je veux dire, mais c'était un film mental pour moi, Sicario 2. Et alors on le ressentait peut-être un peu plus, le côté réflexion sur la condition humaine, parce que pour moi, c'est ça. Et en fait, si tu veux, Sicario 2 était une réflexion sur la condition humaine. Mais ça se ressentait d'autant plus facilement qu'il y avait une structure narrative particulière qui jouait un rôle de significateur dans le film évident et qui faisait qu'à la fin, tout se raccordait et on se disait il y a plus de sens qu'il n'en paraissait au départ. Et c'est ça que j'avais trouvé fascinant, au-delà d'une mise en scène très western moderne, mais avec une vraie dimension cérébrale qui était des points de vue de Dieu, des points de vue à distance, une cassure de la rythmique des scènes d'action. Et donc, quand j'ai regardé celui-là, au-delà de l'évidence, je me suis dit, c'est marrant, ça a un côté Sicario 2.
Ça a un côté Sicario 2 dans la dilatation du temps sur certaines scènes, sur des axes inattendus sur certaines scènes, sur le fait que je prends souvent le point de vue de mes personnages principaux, mais en même temps, on dirait des coquilles vides. Et pour rebondir sur ce que disait Marie à juste titre, c'était une des scènes que j'avais préférées de Sicario 2 de Del Toro qui rencontre ce paysan. Ah, mais c'est quasiment une des seules scènes émotionnelles du film. Le reste du temps, qu'est-ce qu'ils sont, ces personnages ? Ils sont des pions. Qu'est-ce que répète Michael Jordan dans tout le film ? Je suis un pion. Je veux tuer un roi. Je n'y arriverai pas parce que je suis un pion. Et en revoyant le film une deuxième fois, je me suis vraiment dit... Alors, ça n'enlève pas mon côté 3/4 figue, 1/4 raisin. Hein. Et c'est mon problème sur celui-là. C'est-à-dire que cette dimension jouissive dans l'action de Sicario 2, où je trouvais que le sens était traduit à la fois par la mise en scène et à la fois par la structure narrative, me filait un kiff monumental. C'est-à-dire que je le traduisais en ressenti émotionnel. Et ça devenait quelque chose qui me stimulait autant les tripes qu'il me stimulait le cerveau. Quand je le vois celui-là une deuxième fois, il me stimule le cerveau, en fait. Contrairement à ce que les gens peuvent penser sur le scénario. En réalité, le scénario, comme dans Sicario 2, c'est sur certains moments, certains micro-dialogues, que tout prend son sens, en fait. C'est des coquilles vides, ces personnages. C'est des pions. Ils ne sont pas incarnés. Et au final, le fait que Michael B. Jordan, que j'aime pas moi spécialement non plus dans le film, mais il est cohérent par rapport à cette logique-là. Comme tous ces personnages. D'ailleurs, le problème, c'est pas tant Michael B. Jordan, c'est qu'il y a peu d'acteurs qui vraiment joue véritablement dans ce film. La commandante, elle est pas terrible non plus. Moi, je l'aime bien. Hein, moi, j'aime pas. Si, elle est bien. Moi, j'aime pas. Déjà, moi, j'aime pas du tout. Mais bon, peu importe. Déjà, elle a un charisme que lui n'a pas, à mon sens. C'est clair. C'est mon avis. Oui, Vous avez le vote, il n'y a pas de souci. Moi, je trouvais que tous les personnages étaient comme ça. Mais finalement, je me disais, ça match dans le truc. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est qu'en termes allégoriques, comme en termes de mise en scène, ma raison, mon intellect à moi, regarde le truc et se dit, c'est mortel. Et pourquoi d'autant plus c'est mortel ? C'est que moi, je me suis quand même beaucoup coltiné et Tom Clancy, donc je connais quand même bien Tom Clancy dans l'esprit des gens. Tom Clancy, outre la guerre froide, le géopolitique, c'est souvent toujours te dire c'est un analyste de la CIA parce qu'on connaît Jack Ryan, parce qu'on a vu des films comme ça, et qu'effectivement, le personnage de John Clark est un bourrin, entre guillemets. C'est le mec qui passe à l'action, quoi. Voilà, ouais. c'est le soldat, quoi. Et tout ce qui est fait là-dedans est probablement dans sa quintessence, vraiment le truc le plus respectueux de l'œuvre de Clancy que j'ai jamais vu au cinéma, hormis peut-être Octobre Rouge. Et encore Octobre Rouge, c'est plus sur le film et McTiernan que je l'aime plutôt que dans son rapport à Tom Clancy. Dans celui-là, j'ai l'impression que le mec a juste parfaitement compris, en réalité, l'esprit de Tom Clancy. Il l'a traduit à sa manière. C'est de l'anti-spectaculaire. C'est-à-dire que nous, on peut être impressionné par une mise en scène élaborée, des cadrages élaborés, une intelligence de situation élaborée, mais en fait, c'est l'anti-film d'action global. C'est-à-dire il ne construit jamais une scène d'action comme n'importe quel autre réal la ferait aujourd'hui, en réalité. Mais c'est pour ça que je parle d'hyper-réalisme, en fait. Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que c'est hyper réaliste. T'as vraiment, du coup, quand tu prends le recul, alors je dis, c'est très cérébral ce que je suis en train de dire, et ça n'enlèvera pas que le point fait pour moi du film est que je ne le sens jamais traduit émotionnellement. Je le prends jamais émotionnellement. La tension que tu ressens, Stéphane, moi, malheureusement, je l'ai pas ressenti. C'est-à-dire que j'ai regardé tout le film comme si j'étais à distance, en me disant, putain, les plans, ils sont mortels, putain, le découpage, il est mortel, putain, ce qu'il est en train de faire, c'est mortel. Pourquoi je dis ça, tout ça, sur les pions et tout ? Parce que t'as des petites scènes qui ont l'air bizarres la première fois que tu le vois, et puis la deuxième, tu le regardes, tu dis, ben non, c'est cohérent. C'est comme dans cette scène de Snipe à la fin, où il y a un des mecs qui va mourir. Il y a un type qui lui dit, t'as des gosses ? Et là, il le regarde, il fait, des gosses ? Il se pose la question, comme si il savait plus ce que ça voulait dire, avant de dire, ouais, j'ai des gosses, et boum, il crève. Bah, cette scène, c'est la même que Del Toro dans Sicario 2 qui va rencontrer un paysan. C'est tout d'un coup un brin d'humanité qui arrive dans quelque chose où ces mecs-là ne sont que des machines, en fait. Et ça, c'est un des propos de Tom Clancy réguliers dans ces trucs-là. C'est-à-dire la dichotomie entre le pouvoir en place, ou l'état profond, ce qu'on veut appeler comme on veut, et ces mecs-là qui, en réalité, gèrent entièrement la situation sur le terrain. Et ça, je trouve que c'est super bien fait. Après... Tu vas pouvoir me répondre, Julien. Non, je te réponds pas là-dessus. C'est surtout que moi, je relis ça à un trait en fait de Sollima, qui est cette faculté qu'ont les grands cinéastes à réussir à se décorréler
degré de lecture de base en fait de leur récit pour rajouter un surplus de réalisme. C'est-à-dire que de la même façon que je pense que tu peux pas traiter un truc hyper grave sans mettre un peu d'humour, parce que dans les situations les plus graves dans la vie, t'as toujours un moment de décalage là-dedans. Des fois, t'as un truc de surréalisme qui t'étonne et tout. Et c'est un truc qu'il avait très bien réussi pour moi justement dans Subura. Et effectivement, il le retrouve là. Mais je pense, je connais pas. Ça devient, je connais pas Clancy. Non, mais c'est pour ça que je dis, ça devient depuis son dernier film, c'est de plus en plus froid. C'est-à-dire qu'à la limite, la chose qui me gêne, ce qui me gêne dans le film, c'est moins sa froideur apparente, parce que si j'y vois une allégorie intéressante, je peux être captivé par le film. Là où je pense qu'il perturbe, c'est parce qu'il a effectivement, comme tu le disais, un début où il y a de la tentative d'émotionnel qui ne marche pas. Avec sa femme, ça marche pas. Donc, en fait, il pose un truc qui te fait attendre quelque chose qui n'est pas en fait l'objectif du film. Donc, du coup, on attend un truc, on est déçu, alors qu'en fait, si tu le regardes sans ça, tu oublies la scène avec sa femme, tu pars sur cette première scène où il se fait attaquer chez lui, où c'est déjà de la géostratégie. En réalité, dans la façon dont est pensée la maison, c'est déjà, je passe de la maison et je vais vers le géopolitique du monde. En fait, il est hyper intéressant d'un point de vue, j'ai envie de dire entre guillemets, intellectuel, le film. Après, voilà, quand je dis 3 quarts raisin, c'est pour ça. Quand je dis un quart figue, c'est parce que je ne suis jamais rentré dedans émotionnellement. Donc, si tu veux, pour moi, c'est pas un film que je prendrais plaisir à voir. C'est un film que je prends plaisir à analyser, mais que je prendrais pas plaisir à regarder. Tu vois, c'est assez bizarre, en fait. Mais je trouve le film, et pour finir, je conclue là-dessus parce que j'ai parlé longuement, mais je trouve qu'il y a, au final, un rapport entre la réal, le situationnel choisi par rapport à Tom Clancy et l'allégorie qu'il en fait, où on est des pions. Et on est des pions. D'ailleurs, je sais pas, on va peut-être pas spoiler, mais la révélation qui apparaît la première fois un peu bidon de Guy Pearce quand il explique pourquoi il y a eu tout ça, pourquoi il y a eu ce coup monté. En fait, elle est extrêmement actuelle. Et même si tu le dis en 2 phrases, elle est extrêmement... mais c'est même le truc que les gens reprochaient en fait au film en disant que c'est un film pro-Trump et je sais pas quoi, tu vois. Mais ça c'est débile, mais c'est très pertinent en 2 mots parce que ce qu'il dit des États-Unis, tu le dis du monde aujourd'hui en fait. Tu peux le dire. Oui, mais en fait, c'est la palissade, c'est l'histoire de l'humanité comme ça. Mais je ne dis pas. Je pense pas que le verbe soit intéressant dans le film. Je pense que c'est la façon dont il le traduit derrière en montrant ces personnages-là dans cet univers. Mais voilà. Et après, je rajouterais juste un truc. C'est vrai que sur le scénar, en fait, les trucs cousus le fil blanc comme ça, moi j'ai l'impression qu'en fait, Solima il passe dessus, mais on en est presque. Les twists, tout ça, ils sont branlés. C'est pas ça qui est important. Ce que je veux dire par là, c'est quand tu fais une comparaison avec, pour prendre une adaptation de Tom Clancy, qui est complètement d'ailleurs pas du tout adapté d'un roman, mais qui est un scénar original, qui était le Jack Ryan de Kenneth Branagh. Mais alors. Des espèces de trucs où en fait il fait semblant d'être bourré, Jack Ryan, pour aller en fait piquer les clés du mec pour aller dans c'est n'importe quoi, tu vois. Donc là au moins je veux bien que ça soit un peu facile, tu vois. Oui, mais moi c'est ce que je te dis, c'est-à-dire que la dimension facile, quand tu regardes le film une première fois, je suis complètement d'accord. Moi la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit c'est un scénar de Steven Seagal, j'en ai rien à foutre en fait. Donc qu'est-ce que je fais ? Je regarde la mise en scène, je la trouve très très belle et je reste à distance. Puis quand je revois le film et que j'y vois ces allégories là, j'y vois plein de détails que j'ai pas vu la première fois. Par exemple, il y a un truc qui va peut-être, on peut l'interpréter comme allant simplement dans le sens de Stéphane sur la tension absolue dans les scènes d'action, mais moi, qui pour le coup, par rapport à tout ce que je viens de dire, j'y trouve aussi un écho plus métaphorique, plus général de la société aujourd'hui, qui est qu'il y a un nombre incalculable de scènes de personnes qui étouffent, de personnes qui sont étranglées littéralement, qui ne respirent plus, jusqu'à ce moment qui n'est pas vain pour moi, où il se débarrasse du bad guy, si tu veux, il est sous l'eau, et il reste sous l'eau, et il ne respire plus. Et ça s'arrête sur ce visage, longuement sous l'eau. Il y a plein de moments dans le film qui appuient là-dessus. Alors, on peut se dire c'est juste une affaîtrie, mais quand je me dis, il y a très peu de dialogue, on parle de pions, on a un truc à la fin, on a quelque chose de très froid, cérébral pendant tout le film, j'y ai finalement trouvé, si tu veux, un autre volet, une forme de digression de Sicario 2 sur un autre registre. J'y suis plus rentré émotionnellement dans Sicario 2. Je trouvais que peut-être le sens était plus évident que dans celui-ci. Mais je pense que sur la base d'un scénar qu'il n'a pas choisi, il a réussi, malgré tout, à faire quelque chose qui lui est propre. Et rien que pour ça, tu vois, même si je suis mi-figue, mi-raisin, je trouve que c'est un film assez important aujourd'hui.
Un carré. Moi, moi, j'aurais aimé avoir ça, en fait. C'est-à-dire que c'est marrant, quand on parle comme ça, je retrouve effectivement le Sollima que j'adore, moi, dans Suburra et dans Sicario 2 et tout. C'est-à-dire aussi cette faculté de te faire des récits à la fois extrêmement humains, c'est-à-dire très sensibles, et en le hissant jusqu'à un niveau quasiment métaphysique. Enfin, c'était littéral dans Suburra, mais c'était extrêmement présent aussi dans Sicario 2, quoi. Et là, moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement terre-à-terre. Mais en même temps, c'est ça aussi qui a nourri le personnage, pour moi. Et c'est ça qui a ramené finalement de l'émotion là-dedans. Tu parles de cette séquence en fait dans la voiture et tout. Pour moi, il dit beaucoup en fait sur le personnage et sur sa pulsion de mort et sur son truc et tout. Une des choses qui plombe, c'est les dialogues. Parce qu'il y a beaucoup de dialogues qui sont catastrophiques en fait. Et les intrigues sont pas intéressantes. Pour moi, je peux pas en fait. Mais je suis d'accord, mais c'est pas. Je veux dire, c'est ça qui m'a plombé. Moi, je vois aussi le film en tant que spectateur, si tu veux. Et au bout d'un moment, je peux pas avoir une scène avec un personnage comme Guy Pearce où dans le troisième acte, on me fait cette espèce de retournement à la con, et puis me dire, et puis passer dessus. Bah si, parce que tu le vois venir depuis le début. Bah ouais, et passer dessus en me disant, c'est pas grave parce que derrière il y a ça et ça et ça. Je dis pas ça. Ça m'a saoulé. Vraiment, pour moi, Julien, moi, j'ai pas dit, j'ai adoré le film. Ça m'a vraiment fait chier. C'est-à-dire que je t'ai dit, c'est un problème, ma tête voit des choses super intéressantes, mes tripes ne les ont jamais ressenties. C'est pour ça que c'est un film que je prends pas plaisir à voir, mais je le trouve hyper intéressant en termes de fabrication, hyper intéressant. Alors du coup, ce film, est-ce qu'on va le voir ? Ah mais il faut le voir. Moi, je pense qu'il faut le voir. Il faut le voir, mais il faut peut-être dire aux gens. Ne le regardez pas comme si vous voyiez un Tom Clancy habituel. Ne le regardez pas comme si vous attendiez un actionneur qui a des codes habituels. Peut-être même regardez Sicario 2 avant. Regardez Sicario 2. Et peut-être que vous aurez des clés aussi qui permettront de voir le film différemment. Ça veut pas dire que vous allez aimer. Moi, je suis pas hystérique. Parce que je te dis, moi, je jauge un film à l'émotion. Il m'a produit aucune. Par contre, intellectuellement, il y a des choses super intéressantes dedans, vraiment. Et en termes de mise en scène, on n'a rien à dire parce que moi, je vois pas beaucoup de réals capables de faire ce qu'il fait pendant 1h50. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'en vois pas. J'ai pas vu un film filmé comme ça depuis Sicario 2, en fait. Ça y est, il s'est énervé un petit peu quand même. Très bien. Si vous voulez vous faire votre propre avis sur ce film, l'analyser en long, en large et en travers, il est d'ores et déjà disponible sur Prime Video depuis le 30 avril. Et vous en pensez quoi ? Un petit mot, une courte phrase, dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Stéphane, Julien, Yannick, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci Clémence. Merci Clément. Merci. Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner. Si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez aussi retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Et si ça vous a plu et que vous ne nous soutenez pas encore, bien n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra vous proposer de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain.